Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue en Alsace pour une heure d'actualité 100% régionale et on partira également dans nos terroirs en fin d'émission. Ce sera la page Apicurien avec Valérie Zago. Regardez, elle nous fait découvrir notre terroir, nos vignes. Ça sera en fin d'émission. Patricia Houg, directrice artistique de Start. On parlera bien sûr de la foire d'art contemporain de Strasbourg. Ouverture vendredi prochain. Mylène Erhardt sera sur ce plateau du festival Augenblick à Strasbourg. C'est le cinéma de langue allemande. Et dans le rendez-vous du logement et de l'habitat en fin d'émission, c'est le grand magazine avec la Cibar. On vous parlera de la VEFA. Qu'est-ce que la VEFA ? Tout simplement la vente en état futur d'achèvement. Ça intéressera de futurs acquéreurs. Et comme tous les jeudis, il y aura Mathieu Chanvillard pour l'humeur du jour. Avant cela, le JT Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, des dessins pour la paix et la démocratie. Hier soir, 37 dessinateurs de presse du monde entier se sont retrouvés au Conseil de l'Europe pour inaugurer le 8e Forum mondial de la démocratie. Au cœur de leur combat, information et liberté d'expression. Quand les arbres apaisent et procurent bien-être, c'est le principe de la sylvothérapie, une tendance qui séduit de plus en plus les Français. Et certains EHPAD y ont désormais recours, exemple à Colmar. Enfin, nous reviendrons en fin de JT sur la nouvelle défaite de la SIG hier soir en Coupe d'Europe. Mais on commence tout de suite avec les chiffres de la pauvreté en Alsace. Des chiffres en hausse toujours, c'est ce qui ressort du rapport annuel publié par l'association Caritas. Elle reçoit chaque année plusieurs milliers de personnes en grande précarité dans ses centres d'accueil et dans ses épiceries solidaires. Parmi elles, une personne sur deux est d'origine étrangère, un tiers n'a aucun revenu et près d'un quart a plus de 50 ans. Plus d'explications avec le président de Caritas Alsace. Il est au micro de Romain Hirt. En 2017, nous avons, dans nos différents endroits, dans les 85 lieux d'accueil en Alsace, nous avions accueilli environ 36 000 personnes. Nous sommes à un peu plus de 40 000 en 2018. Alors, on ne peut pas dire que les choses s'améliorent vraiment. Une des tendances est l'augmentation du nombre de familles, ce que l'on a constaté effectivement sur ces dernières années. De plus en plus de familles sont dans la difficulté. Et aussi l'augmentation du nombre de personnes âgées. On avait déjà vu ça l'an dernier, ça s'est confirmé cette année, puisque leur retraite souvent ne bouge pas depuis un moment. Les charges fixes grimpent, mais leurs revenus stagnent, voire régressent un petit peu. Rien ne permet de dire que les choses sont en train de s'améliorer sur l'année 2019-2020. Et à noter que les ressources de Caritas Alsace proviennent à 70% de la générosité des Alsaciens. Le 8e Forum de la démocratie a ouvert officiellement ses portes hier au Conseil de l'Europe. Consacré cette année à l'information, ce forum propose notamment conférences, ateliers, débats. Hier soir, une quarantaine de dessinateurs de presse issus du monde entier se sont retrouvés avec l'association Cartooning for Peace pour réaliser une fresque et célébrer les droits de l'homme, la paix et la démocratie. Cécile Motz s'y est rendue. Au départ, une toile vierge, et 37 dessinateurs de presse plus tard, la fresque est remplie, avec un même thème entre actualité et liberté d'expression. Le thème de la fresque que nous créons tous, c'est la démocratie et l'information. Alors sans surprise, j'en suis arrivé à l'idée de dessiner Trump, en lien avec l'idée des fake news dans l'information. Ici, il y aura des brins d'herbe qui vont signifier le mot vérité, et là, il y aura Donald Trump poussant une tondeuse. Il avance et derrière lui, l'herbe coupée représentera le mot mensonge. C'est l'idée générale. Cet automne, Strasbourg devient la capitale du dessin de presse. Avec leurs différentes techniques, leurs différentes approches, des dessinateurs du monde entier sont venus participer à cet événement organisé dans le cadre du Forum mondial de la démocratie. Les dessins de presse utilisent souvent l'humour. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour en arriver à réfléchir sur des sujets importants. Dans notre cas, tous les dessins vont, espérons-le, vous faire réfléchir sur des questions de démocratie, l'importance d'avoir des informations exactes ou encore le danger des fake news.
Ce dessinateur des Pays-Bas considère être privilégié dans son pays, mais ailleurs, ses collègues n'ont pas toujours cette chance. C'est en quelque sorte la raison d'être de l'association Cartooning for Peace qui coordonne la réalisation de cette fresque. Elle rassemble des dessinateurs de presse du monde entier autour des notions de respect des cultures et des libertés. Avec les chapes de plomb qui s'installent aujourd'hui, on se rend compte que le dessin, il permet de dire beaucoup de choses. Lui, il est russe. Il y a un Ukrainien qui n'est pas loin. Il y a un Israélien, il y a un Palestinien. Et en fait, tout est fait pour qu'ils se foutent sur la gueule. Or, avec Cartooning for Peace, on arrive à les rassembler et ils font en sorte de se parler et ils sont toujours ensemble. Et nous, avec nos petits feutres, on fait des ponts pour essayer de rassembler ces cultures avec des chrétiens. Là, il y a des chrétiens, il y a des juifs, des musulmans, il y a des athées. Et tout le monde se parle. Et ils sont d'accord sur rien entre eux, et c'est ça que j'aime. À partir du 1er juillet, le New York Times ne publiera plus aucune caricature politique dans son édition internationale. Un coup dur pour ses dessinateurs. Alors, à travers le Forum de la démocratie à Strasbourg et ses quelques 2000 participants, l'institution européenne souhaite affirmer son soutien à ce corps de métier et donner la parole à ses professionnels. Les dessinateurs de presse, comme les journalistes, font un travail formidable pour la démocratie. Ils sont vraiment l'oxygène dont nous avons besoin pour à la fois lire et regarder et avoir un regard parfois oblique, parfois mordant. Leurs dessins, comme leurs plumes, comme leurs paroles, mettent en cause parfois certains régimes. Il est très important qu'on puisse critiquer, qu'on puisse rire, qu'on puisse se moquer du pouvoir. C'est très important pour le Conseil de l'Europe. Ça a été même confirmé par notre Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence. La fresque sera visible au Conseil de l'Europe jusqu'au 8 novembre. Plusieurs animations autour du dessin de presse avec les dessinateurs de Cartooning for Peace seront organisées, notamment l'exposition « Le dessin de presse dans tous ses états ». Elle sera visible à la Maison de la Région à Strasbourg jusqu'au 20 décembre. Et le Forum mondial de la démocratie se poursuit encore ce soir et demain au Conseil de l'Europe, mais aussi à l'Aubette et dans d'autres lieux de Strasbourg. Et un autre forum, aujourd'hui à Strasbourg, c'est le Forum pour l'avenir, organisé par des entreprises de la région à destination des 16-30 ans. Ce forum n'est pas un salon pour l'emploi, mais l'occasion de faire se rencontrer employeurs et jeunes pour favoriser leur accès au monde professionnel. Reportage Gilles Kunz. Je vous en prie, installez-vous. Alors, là vous avez bien mis que c'est un stage. Donc précisez stage peut-être dans le cadre du BTS. Et là vous précisez que c'est plusieurs missions d'intérim successives. Parce que là quand on voit votre CV, on voit 2019. En plus on voit 2019 sur plusieurs expériences. Donc plus il y a d'informations dans le CV, plus le recruteur, il y aura des bonnes surprises on va dire et pas de mauvaises surprises. Après une expérience difficile dans le monde de l'alternance, Justine met ses études entre parenthèses pour un an. Bien décidée à repartir de l'avant, elle se rend cet après-midi au Forum pour l'avenir organisé par le groupe Crédit Mutuel à Strasbourg. Se faire aider pour mettre en forme son CV et pourquoi pas trouver un emploi, tout un programme pour la jeune femme en quête de réponse. Il y a une dame qui m'a abordée, qui m'a demandé qu'est-ce que je recherchais, si elle pouvait m'aider, donc je lui ai expliqué mon parcours. Ça m'a un petit peu rassurée parce que je perdais un peu espoir ces derniers temps, donc ça me rassure dans le sens où je me dis que c'est pas perdu, que je vais forcément trouver, que je vais y arriver, qu'il faut pas que je lâche. Je trouve que c'est sympa parce que ça nous permet vraiment de découvrir des entreprises, des métiers, d'échanger avec les personnes et de découvrir de nouvelles choses. Organisé pour la première fois, ce Forum pour l'avenir réunit 14 entreprises, venues écouter, assister et accompagner des jeunes de toutes les catégories socio-professionnelles en recherche d'emploi. L'objectif pour les entreprises est clair, faciliter l'intégration des nouveaux actifs dans leur vie professionnelle. Le principe, c'est la disponibilité et l'ouverture, pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir améliorer ou les aider à améliorer leur CV, leur préparation d'entretien, leur recherche aussi. 16 ans, à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, on ne peut jamais répondre « ceci n'est pas pour moi ». On doit au moins poser la question. Et c'est ça l'objectif, c'est de casser cette espèce de limite psychologique, personnelle ou collective dans laquelle ils se sentent parfois enfermés. Pour une première, le Forum pour l'avenir aura rempli ses objectifs d'accompagnement en attirant plus de 500 personnes.
Connaissez-vous la sylvothérapie ? C'est une pratique qui consiste à profiter des bienfaits apaisants des arbres et de la nature en général. Alors qu'elle s'installe doucement en France, un EHPAD propose depuis quelques mois cette pratique à ses résidents. Reportage à Colmar, Marine Zis. Et maintenant, je vais vous inviter à sentir. D'accord. Oui, vous le sentez ? Ah, oui. L'odorat, mais aussi la vue, le toucher. Qu'est-ce que c'est ? Ça pique ? C'est doux ? Non, ça pique pas. Ou encore l'ouïe et même le goût. Tous les sens sont utilisés ce matin durant la séance de sylvothérapie. Les arbres sécrètent en fait différentes molécules volatiles, qu'on appelle les phytoncides et les terpènes. Et ces molécules, en fait, on va les inhaler et elles vont également passer par la voie cutanée. Et ça va aller directement dans le sang. Donc rien que le fait d'être en lien avec les arbres, ou ne serait-ce que déjà de les regarder, va déjà agir en fait sur cette zone de stress et apaiser, réguler les humeurs. Et vraiment va apporter du coup un certain calme en fait aussi aux résidents. Pour les résidents atteints de troubles cognitifs, c'est aussi l'occasion de se remémorer des souvenirs, voire même de travailler sa mémoire. Au mois de décembre, de laurier. ça ressemble un petit peu. Regardez. C'est en fait de l'eucalyptus. Ah oui. C'est quoi ? Voilà. Oui. Ce sont des feuilles d'eucalyptus. C'est de ressemblance. Voilà, exactement. Du vin chaud. Ça va, c'est agréable ? Le vin chaud qu'on fait en général au mois de décembre. Ça fait du bien pour les voies respiratoires. L'initiative, lancée par des membres du personnel, a pu voir le jour notamment grâce au département du Haut-Rhin, qui aide l'établissement à financer ce projet à hauteur de 10 000 €. Je peux vraiment vous dire qu'en tant que directeur, je suis vraiment heureux de cette action-là. Ça a changé beaucoup de choses dans la vie des services dans l'établissement, dans le cadre des animations, dans le cadre des ateliers de prévention, mais aussi dans le cadre global de la vie de l'établissement. Il suffit que de se déplacer dans l'établissement pour voir ces réalisations de tableaux artistiques avec des éléments naturels et c'est vraiment superbe. Ce jour-là, la séance se termine avec une session dans le parc de l'établissement, histoire de profiter encore des bienfaits de la nature à l'extérieur avant que l'hiver ne pointe le bout de son nez. Et on termine maintenant avec du basket. Et c'est une nouvelle déception pour les joueurs de la SIG. Hier soir, les joueurs de Vincent Collet ont cédé face aux Israéliens de l'Hapoel Holon. Une défaite qui fait suite aux 2 succès obtenus la semaine dernière. Si l'entame de match est strasbourgeoise, Holon s'accroche et ne se laisse pas distancer. Les Strasbourgeois mènent 22-19 à la fin du premier quart. Dans le deuxième, les 2 équipes prennent tour à tour la tête et rentrent au vestiaire à égalité, 39 partout. Et dans le coup, en première période, les Sigmen s'effondrent dans le 3e quart, encaissant un sévère 19-4. Menés de 12 points à l'entame du dernier quart, les Alsaciens s'en remettent une nouvelle fois à leur ailier Gabe Bjork, 23 points hier soir. Tous inscrits après la pause, insuffisant toutefois. La SIG s'incline 86-81 et c'est la 2e défaite en Coupe d'Europe pour les Strasbourgeois, 4e du groupe après 4 journées. Et ils vont maintenant enchaîner 2 déplacements. Le premier à Roanne samedi en championnat, le second face aux co-leaders de leur groupe de Ligue des Champions, les Italiens de Sassari. Ce sera mercredi prochain. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Beau développement et programme automnal chargé pour le Moulin Nature à Lutterbach. Ce centre d'initiation à la nature et à l'environnement propose des ateliers, des sorties, des accueils de loisirs, des chantiers, des repas, des conférences ou des rencontres pour les éco-citoyens ou, comme ils le disent, de simples êtres humains. Cet espace relaxant est attenant à une zone naturelle préservée de 3,5 hectares en bordure d'un cours d'eau. Prochain rendez-vous ce samedi pour construire une mangeoire pour oiseaux en plein cœur de Mulhouse. Et voilà pour le JT, l'actualité. Merci beaucoup Anna. Place au plateau du soir. Mathieu Chanvillard avec nous. Patricia Houg, venez nous rejoindre, directrice artistique de Start. Mylène Erhardt du festival Augenblick. On va parler de ce festival en langue allemande juste après la météo. Prenez l'air à la maison en regardant la météo avec Blo. Purificateur d'air écologique fabriqué en France.
Bonjour à tous, c'est une matinée de vendredi vraiment mitigée. Regardez la carte, vous allez avoir quelques éclaircies si vous êtes dans le Bas-Rhin, partout ailleurs en Alsace et chez nos voisins allemands, un ciel très couvert et pour finir, de la pluie dans le nord de la Suisse. Les valeurs en cette matinée, il fera 4 degrés dans le nord du Bas-Rhin, 5 degrés partout ailleurs en Alsace, on retrouve ces 5 degrés à Fribourg et 6 degrés ce sera la maximale si vous êtes à Bâle ou encore Kiel et Karlsruhe. Votre après-midi, la pluie s'en mêle et elle sera présente absolument partout. Les températures, quant à elles, ne grimperont pas beaucoup. Il fera 6 degrés si vous êtes à Mulhouse, Bâle et Fribourg, 8 degrés partout ailleurs en Alsace, ainsi que du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Votre journée de samedi, une amélioration dans l'après-midi puisque les éclaircies font leur retour et les températures iront entre 9 et 10 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Geoffroy. Le soleil se lèvera à 7h25 pour nous dire au revoir à 16h59. Excellent moment à tous et à demain. Votre météo vous a été présenté par Blow. Purificateur d'air intérieur, simple, efficace et économique. Et on parle de culture et d'art contemporain ce soir avec Patricia Houg, directrice artistique de Start. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci pour votre accueil. Il reste une petite semaine, c'est en train déjà de se préparer. Les galeristes ramènent bientôt les tableaux. C'est là où on en est aujourd'hui, Patricia ? Alors, quasiment. Là, on est prêt techniquement et les galeristes vont commencer à arriver à partir de mardi prochain. Alors, ça repose sur quoi le succès de Start ? Ça fait longtemps maintenant, 24e édition. Alors, ça repose sur le fait qu'il y a très peu de grands rendez-vous comme ça en région et que les 10 ou 15 grands rendez-vous du marché de l'art dans le monde sont réservés à une petite élite, toujours un peu les mêmes galeries, toujours un peu le même territoire qui est présenté et que nous avons cette fonction de présenter toutes les autres galeries qui n'ont pas accès à ces grands rendez-vous. C'est vraiment l'usage des professionnels, des métiers, des gens des métiers de l'art, ou c'est aussi, c'est ouvert au public, mais est-ce que c'est accessible au public en termes de prix notamment ? C'est surtout pour le public, parce que la difficulté pour le plus grand public, c'est s'approprier l'art contemporain. Personne n'ose de rentrer dans une galerie. En revanche, c'est plus facile de rentrer, de visiter une foire d'art contemporain. C'est beaucoup moins gênant pour eux. On peut se cacher un peu dans la masse, quoi. Absolument. Et puis on peut dire, ça j'aime pas, j'ai pas un problème, le monsieur va pas me vexer, je n'y connais rien et c'est pas grave. C'est vraiment un moment de déambulation et de se confronter à tout ce qui se fait et finalement de trouver chaussure à son pied parce que c'est une énorme proposition. Quand vous allez dans une galerie, vous avez un solo show, vous aimez pas, vous repartez, vous êtes déçu et vous dites finalement j'y comprends rien. Voilà, donc c'est vraiment assez pédagogique, mais c'est aussi pour des professionnels. Ça veut dire que dans la programmation, on cherche à avoir des choses très différentes aussi ? Alors oui, c'est un choix vraiment artistique. Oui, moi j'ai la responsabilité de la direction artistique et le comité de sélection nous accompagne. En revanche, oui, on essaye de montrer des choses tout à fait différentes dans des univers plastiques différents avec des techniques différentes. Mais ça reste quand même effectivement le marché de l'art plutôt vers des collectionneurs et des gens avertis. Mais à ça, je crois qu'on fait beaucoup de premiers achats des achats coup de cœur. Alors il y a des tableaux à 100 000 €, il faut le savoir aussi. Mais oui, moi j'avais mis d'argent de côté. J'avais acheté un petit nain qui était comme ça, qui est toujours dans mon salon, que j'avais payé 50 €. Et ben voilà. Il avait une main avec un doigt qui redressait un petit peu, qui m'avait fait bien rire, et c'était vraiment de l'art. On l'a vu, c'est pour le grand public aussi. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Est-ce qu'il y a des petites surprises cette année ? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, il y a le changement de lieu qui permet une scénographie et une mise en valeur des œuvres vraiment qui va être super. Je suis très impatiente. Le scénographe que je suis est très contente de se retrouver dans ce lieu-là, qui est le parc d'expo éphémère. Et puis, il y a l'entrée du design. C'est une préoccupation. Moi, depuis que je suis plus ou moins en charge, depuis 2015, on en avait parlé, on avait hésité et cette année, on a décidé de passer le cap, puisqu'il y a un changement de lieu. Ça veut dire quoi le design alors ? Le design, c'est très très large, on est bien d'accord. On ne parle pas de design industriel chez nous, on va parler vraiment des designers et on va parler de noms identifiés du design. Ce n'est pas la question de présenter des grandes marques, c'est vraiment de dire que les designers, il y a derrière eux des hommes avec un nom que les professionnels connaissent, mais qui a la même préoccupation créative que le plasticien. Mais ça veut dire quoi, Patricia ? On va voir des chaises, on va voir des lampes. Alors, j'ai choisi, parce que c'est tellement large qu'il fallait aborder ça de façon assez pédagogique, sans vouloir restreindre le champ, mais il fallait bien avoir un objet pour en parler. Et effectivement, l'assise, tout le monde en a une chez soi, et on ne sait pas forcément qu'elle a été créée il y a 100 ans, ou qu'elle a été créée il y a dans un atelier par quelqu'un qui a révolutionné tout un tas de choses. Et donc, c'est ce sujet-là que nous allons traiter pour
essayer de rentrer dans une pédagogie de créateurs sur le design. Ça, c'est la nouveauté design. Un petit mot d'abord sur nos artistes régionaux. Est-ce qu'on va voir l'un ou l'autre artiste de la région Toujours. Je pense à Veille de Liche, voilà, qui est oui, bien sûr. Il y a des galeries de votre région qui sont très nombreuses et qui sont de qualité. Je pense que la Foire d'art contemporain de Sarthe n'y est pas pour rien, parce qu'elle a développé une place de marché. Et il y a un territoire ici très important. Il y a l'école de Haïr qui forme beaucoup d'artistes importants. Et vous avez effectivement ces artistes-là qui sont attendus par le public et qui continuent à être très appréciés et qui sont présents, bien sûr. C'est très international aussi, forcément. Enfin, on veille, c'est aussi un souci, c'est aussi un choix de directrice artistique de se dire d'essayer d'avoir des choses un peu du monde entier, entre guillemets. Alors, ce n'est pas parce qu'on est une galerie française qu'on ne montre que des artistes français. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, les galeries, en règle générale, ont un projet artistique qui peut être tout à fait éclectique ou au contraire avoir vraiment une ligne, mais qui n'est pas forcément attaché à un territoire ou à une régionalité ou à une identité. C'est des rencontres. Donc, oui, il y a des enseignes. En fait, la galerie, puisque ce sont eux qui présentent, elles sont quasiment toutes françaises et il y a 30% de galeries étrangères. En revanche, sur les 600 artistes qui sont présentés, il y a vraiment des artistes de tous les univers. Est-ce qu'il y aura du Picasso, est-ce qu'il y aura du Basquiat, du Courbas, Jeff Koons? Alors, vous aurez du Courbas, vous aurez des éditions de Jeff Koons. Picasso, on a fait l'année dernière, on a dit que c'était une belle opération. Il n'y en aura pas cette année parce que c'était vraiment des œuvres originales et que c'était plutôt toujours dans cette pédagogie didactique de pouvoir faire entrer les gens dans un lieu qui n'ont pas l'habitude de côtoyer. Il y a Courbas, c'est un artiste qui est très apprécié ici, c'est quand même la 24e édition et c'est un artiste qui est attendu par les collectionneurs et les visiteurs de Sarthe. Et puis vous avez des gens que vous n'avez jamais rencontrés, que j'ai même moi découvert au moment des présentations des dossiers et dont je suis très impatiente de voir le travail réellement. Eh bien, on va voir tout ça. Ça sera vendredi prochain. Start, 24e édition. Évidemment, à ne pas manquer. Patricia, vous restez avec nous. Ce que je vous propose de suite, ce sont les humeurs de ce garçon, les humeurs de Mathieu Jean-Villard du jeudi. Vous avez peut-être vu ça en début de semaine, la cathédrale de Strasbourg est la plus belle de France. Si, ça a été un match très très serré, une finale très accrochée. Ça s'est joué contre Guingamp au tir au but. Non, mais ça c'est un vieux papier de quand le Racing gagnait des matchs. Pardon, non, regardez, c'était très serré. 50,4 contre 49,6 en finale contre la cathédrale de Reims. On est passé devant. C'est un sondage. Donc un sondage, c'est que c'est vraiment très vrai. En plus, c'est un sondage fait sur Internet, donc c'est encore plus vrai que vrai. Alors Reims ou Strasbourg, bon, très honnêtement, moi je m'en fiche un peu, je les trouve très belles toutes les deux. Est-ce qu'il faut vraiment dire qu'il y en a une, comme elles sont très différentes, c'est un peu comme l'art, est-ce que du coup il y en a une qui est mieux que l'autre ou plus belle que l'autre? Pourquoi pas? Ce qui est amusant, c'est toutes ces élections qu'on fait justement pour déterminer la plus belle cathédrale, le meilleur pâtissier, le plus bel appartement, le meilleur mariage. Il faut classer les films, noter les danseurs, donner des prix aux livres et aux films, c'est très, très tendance. C'est pas pour critiquer, c'est un peu un truc de fille quand même. Moi, les premières fois que j'ai vu ça, c'est les concours de Miss France. Puis comme elles sont pas d'accord entre elles, il y a Miss France, il y a Miss Prestige National, Miss Élégance. Il y a pour les garçons aussi un Mister France pour nous les hommes. Il y a les mini-miss pour les petites filles. Il y a des concours pour les femmes noires ou métissées, Miss Black. Il y a les concours pour les mamans, Miss Maman. Il y a les concours pour les femmes rondes, Miss Ronde. Et puis il y aura bientôt Miss Maman Black Ronde pour les femmes qui sont maman, black et ronde. Comme ça, au final, tout le monde gagne quelque chose et tout le monde est content. On avait beaucoup parlé aussi il y a quelques temps du village préféré des Français. On avait beaucoup parlé ici parce que c'est Kaysersberg qui avait gagné en 2017. Alors ici, ça avait fait tout un foin. Regardez, le maire avait fini dans la fontaine, c'était super. On a mis une plaque à l'entrée du village pour montrer, pour immortaliser le moment. Alors évidemment, tout le reste de la France ne s'en souvient pas du tout, à moins de venir voir la plaque dans le village qui avait été volée d'ailleurs. Mais je vous mets au défi de me citer le village préféré des Français 2018 ou 2019, parce qu'évidemment, ça change tous les ans. Il faut un plus beau village chaque année. Ça veut pas dire que Kaysersberg est devenu moche. Mais enfin bon, puis surtout pour tous ceux qui ont perdu, entre guillemets, ça change absolument rien. Genre Reims, leur cathédrale, ça fait 700 ans qu'elle est là, ils vont pas la changer pour autant parce qu'ils ont perdu contre Strasbourg. Bon, ils pourraient la peindre en rose pour donner un aspect grès des Vosges qui serait peut-être plus tendance. Si vous voulez vraiment faire le buzz, ils pourraient abattre une tour, comme ça il n'y aurait plus qu'une tour à la cathédrale de Reims. Bon, ça ferait peut-être le buzz, mais effectivement, je suis pas sûr qu'ils soient prêts à aller jusque-là. Ce qui est bien dans cette histoire de la cathédrale de Strasbourg, qui est donc la plus belle de France, c'est de récompenser une cathédrale différente, parce que vous n'a pas échappé du coup qu'elle n'a qu'une tour. Nous, on l'oublie un peu ici, à force de la voir tous les jours, mais elle n'est pas finie cette cathédrale. Les mecs à l'époque, ils sont pas allés jusqu'au bout du truc, et c'est un peu une escroquerie quand même.
On ne sait toujours pas d'ailleurs hein, pourquoi cette cathédrale n'a qu'une tour. On pense que peut-être qu'à l'époque, ils pensaient que les fondations ne tiendraient pas le coup si on mettait une deuxième. Peut-être, et c'est plus probable qu'il n'y avait pas assez d'argent pour finir. La cathédrale de Strasbourg, c'est un peu le père de Flamanville du Moyen-Âge. Hein. C'est un truc qui dure des siècles à construire, ça coûte une blinde et au final, ça marche toujours pas. Enfin, pour les touristes en tout cas. Peut-être qu'il y aura des touristes à Flamanville pour ça. Ce qui est important, c'est de mettre en avant la différence. Voilà, c'est très tendance aussi. On est un peu une minorité visible à Strasbourg avec notre cathédrale à une seule tour. On pourrait penser que c'est un handicap, mais en fait, non, pas du tout. Notre-Dame de Strasbourg, c'est un peu le Jamel Debbouze de l'art gothique. Hein. On peut avoir du succès quand même. Et si vous vous souvenez peut-être de cette Italienne aussi, hein, Chiara Bordi, souvenez-vous, elle était l'an dernier en finale sur le podium parmi les 3 finalistes de Miss Italie avec une prothèse à la jambe gauche. Comme quoi, voilà la magnifique leçon qu'il faut retenir. Il y a toujours une voie pour réussir dans la vie, comme pour les cathédrales, même quand on n'a qu'une seule flèche, on peut quand même la mettre dans le mille. Voilà, bravo. Belle chronique aujourd'hui, Mathieu Chanvillard. On reste tous ici. Le cinéma allemand vous intéresse ? Complètement. De langue allemande aussi. Voilà, autrichien, suisse-allemand et allemand. C'est ce qu'on va voir dans un petit instant avec Mylène Erard. Ce festival Augenblick a commencé. Ça va durer quelques jours, jusqu'au 22 novembre, jusqu'au 22 de mémoire. Voilà, c'est juste à suivre avec Valérie Zago à Picurien. Et Mylène Erard est sur ce plateau pour parler du festival Augenblick. Ça a commencé il y a quelques jours. Ça a commencé mardi soir à Guebwiller. Avec quoi comme film en ouverture du festival de langue allemande ? Qu'est-ce que vous aviez ? Alors on avait le premier film de compétition qui s'appelle 25 km/h, qui est une comédie de Markus Goller. C'était un peu la comédie allemande de l'année l'an dernier. Les Ch'tis faisaient 20 millions chez nous en France. Une comédie qui a un carton en Allemagne, ça fait combien de personnes ? Alors c'est moins. Ils ont approché le million de spectateurs. Ce qui est déjà un superbe score. Hein. Ce qui est un superbe score pour un film allemand en Allemagne. C'est vraiment allemands qui vont moins au cinéma ou ils vont moins voir des films allemands Alors de manière générale, on dit des Français que c'est le public le plus cinéphile d'Europe. Et donc les Allemands vont de manière générale moins au cinéma et les Allemands de manière générale voient moins leur propre cinéma. D'accord, ce qui est différent des Français qui portent leur cinéma français. Oui. Combien de films vont passer dans ce festival ? 37 films, petit panachage avec cette bande-annonce. Sachez que ces films passent dans tous les cinémas indépendants d'Alsace. Regardez. Kommen Sie bitte. Das ist doch lächerlich. Wie bitte? Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Voilà, c'est un cinéma qui a l'air très charmant en tout cas, et qu'on connaît pas trop bien en fait. On connaît bien le cinéma anglais, on connaît le cinéma italien, qui est en désuétude maintenant. C'est quoi le cinéma allemand ? Est-ce qu'on arrive à le définir ? Alors, vous disiez, on le connaît assez peu, effectivement. On connaît Inspecteur Derrick, mais c'est pas du cinéma. Non, on connaît un peu quelques films. Les gens ont à l'esprit Goodbye Lénine, La vie des autres. Enfin, il y a quand même quelques grands titres qui ont marqué le public. Mais c'est vrai qu'à l'année, vous avez peut-être une douzaine de films qui vont sortir en langue allemande sur les écrans français. Et le festival va être là pour montrer la diversité. Et je pense que c'est difficile de catégoriser un cinéma au sein du cinéma français. Vous avez une diversité incroyable. Vous avez du film d'auteur, des comédies, etc. C'est pareil du côté allemand. Il y a vraiment une grande diversité et c'est ce qu'on essaye de présenter au moment d'Augenblick. On a des films de jeunesse, des films pour les tout petits, des films familiaux et on a des documentaires. On a des choses qui sont très pointues aussi pour les cinéphiles. Donc il est de langue allemande. C'est presque la seule catégorie dans laquelle j'ai envie de le mettre. C'est pas que allemand, donc c'est quoi ? C'est aussi autrichien, suisse-allemand ? Autrichien, suisse-allemand. Il y a le Luxembourg. Parfois, alors c'est rare, mais de temps en temps, on a des productions luxembourgeoises en allemand, mais c'est surtout Allemagne, Autriche et Suisse. Qui dit festival dit compétition, comme à Cannes, hein. Voilà, il y a des films. Il y aura plusieurs prix qui sont décernés. Il y a le prix du jury
par un jury de professionnels européens. Il y a le prix du public, ça c'est le prix des spectateurs qui seront dans la salle. Il y a le prix du jeune public aussi. Oui, tout à fait. En fait, la compétition, elle est diffusée dans 13 salles à travers l'Alsace. Et chaque salle a constitué qui le souhaitait, a constitué parmi son public un petit groupe de 5 à 10 jeunes entre 15 et 20 ans qui suivent la compétition. Et donc, à l'issue du festival, ils donneront leurs favoris et désigneront le prix du public jeune. On peut dire un mot simplement de ces 13 salles aussi, c'est une partie du réseau des cinémas indépendants d'Alsace, donc c'est pas dans les multiplex habituels entre guillemets ou c'est ça, ce sont les cinémas quel est indépendants. le dénominateur commun de ces cinémas? Alors déjà, il faut savoir que ce sont eux qui ont créé le festival. En 2005, ce sont ces salles-là. Elles étaient 15. Maintenant, il y a 30 cinémas, 2 circuits itinérants, donc près de 35 lieux. Et ce sont effectivement des salles qui sont dans l'exploitation indépendante, donc pas les grandes chaînes, pas UGC. Ils sont plus indépendantes du coup dans leur choix de programmation. C'est ça, oui. C'est bien, c'est un festival comme ça qui rayonne un peu partout en Alsace. Pour cette 15e édition, invité d'honneur, ça sera qui? Alors on est très très heureux, c'est Christian Petzold. Christian Petzold, c'est un réalisateur que les Français connaissent peut-être pour sa collaboration avec Nina Hoss. Et son film le plus connu, c'est Barbara. On a quelques images, on n'a pas gardé le son parce qu'il n'était pas sous-titré. Alors, ça serait un petit peu plus embêtant. Donc, grand bonhomme, grand réalisateur. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu une espèce d'âge d'or du cinéma allemand dans les années 70 avec Fassbinder, Werner Herzog, Wim Wenders, etc. Et puis des mauvaises langues peuvent vous dire qu'après, ça s'est arrêté. Et puis, en fait, dans les années 2000, il y a eu un nouvel élan, il y a eu un renouveau avec d'un côté Tom Tykwer et des films comme Lola Rent, Goodbye Lenin justement, et un renouveau du côté du film d'auteur, du cinéma d'auteur, avec un groupe de réalisateurs qu'on a nommé l'École de Berlin et dont Christian Petzold est le chef de file. Et ce renouveau, c'est précisément ce que le festival essaie de mettre en valeur, essaie de proposer au public depuis sa création. Le but, c'est aussi que les réalisateurs puissent rencontrer le public. Enfin, c'est un peu la raison d'être aussi des festivals. Souvent, il y a toute une série de rencontres aussi qui sont prévues, qui sont possibles. Alors, Christian Petzold, on pourra le rencontrer à Strasbourg, à Mulhouse et à Guebwiller. Mais en compétition, on propose des films de jeunes réalisateurs, des films de début de carrière. Et là aussi, ils viennent rencontrer le public à Strasbourg, mais pas seulement. On tient vraiment à sortir des grands centres pour qu'ils aillent à la rencontre du public. Et c'est vraiment intéressant pour les deux. C'est-à-dire que le public vient poser ses questions, mais les réalisateurs allemands, ils sont heureux en fait, de venir à la rencontre du public, d'avoir des retours et d'avoir des conversations d'un public qui est cinéphile et qu'ils apprécient vraiment. Ils nous disent toujours, en Allemagne, on est beaucoup sur des anecdotes ou sur l'histoire du film. Et en France, bien souvent, le public va très rapidement dans la mise en scène, comment est-ce qu'il a fait dans les intentions. Est-ce que c'est un peu particulier, le public alsacien? Est-ce que c'est plus facile, le public alsacien est plus réceptif au cinéma allemand, ou c'est quelque chose c'est difficile à répondre, mais il y a cette proximité, on la retrouve aussi dans Tout cet à événement. fait. Je pense que si le festival Augenblick a le succès qu'il a aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a encore une appétence en Alsace pour la langue allemande, la culture allemande. Et en fait, quand on demande un peu aux exploitants du réseau qui est le public du festival, ils nous disent il est double. On a les cinéphiles qui s'intéressent de toute façon à tous les cinémas et qui sont au rendez-vous. Et puis on a des personnes qui aiment beaucoup l'allemand et qu'on ne voit pas le reste de l'année et qui débarquent pour Augenblick. Et alors faites-vous plaisir, ça passe dans 37 cinémas en Alsace 35, c'est 30 cinémas, 2 circuits itinérants, donc 35 lieux. Voilà, on est dans la superbe affiche, très cinématographique évidemment. Merci beaucoup Mylène d'être venue sur ce plateau. Merci à vous pour Merci l'invitation. à vous Patricia pour nous faire rêver la semaine prochaine dans Start, dans le parc expo temporaire, c'est juste à côté du Hilton. Merci camarades. Mathieu, on va retrouver Valérie Zagos, nos terroirs, et je vous retrouve juste après, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Wettolsheim, à la rencontre du domaine Jean-Claude Buchet. C'est le seul domaine viticole à faire que du crémant d'Alsace. Je vous propose de me suivre. Bonjour Franck. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir chez vous. De rien. Vous êtes le spécialiste du crémant et je souhaite qu'on en parle dans les vignes. On y va ? C'est parti. Donc Franck, nous voici au cœur du vignoble. Donc votre exploitation date de 1980, c'est relativement récent. C'est ça, en fait, c'est suite à leur mariage que mes parents ont décidé de créer l'exploitation familiale en 1980.
Et c'était surtout sur l'idée de mon grand-père maternel qui leur a proposé de compléter sa gamme de vins tranquilles en y incorporant un vin effervescent, le Crémant d'Alsace, qui à l'époque n'avait que 4 ans. D'accord, donc ultra spécialisation depuis cette époque. Voilà, c'est ça, oui. Et quelles sont les principales étapes, en quelques mots, pour élaborer un crémant? Tout d'abord la récolte, à une date, tout passe par la date de récolte, forcément, la cueillette. On va faire attention à récolter dans des petites cassettes de 25 kg, ramener le raisin à la cave, pressurage doux, et après commencer à assembler les différents jus. Le vin va fermenter une première fois, puis on va le mettre en bouteille au mois d'avril. Et c'est à partir de ce moment-là que le vin va refermenter en bouteille, la fameuse prise de mousse. Et donc, au domaine, on aime bien garder les vins entre 24 et 48 mois minimum sur l'âtre. Ça, c'est une vraie particularité du domaine, ce qui n'est pas le cas de la plupart des crémants d'Alsace. Oui, mais on va pouvoir avoir une trame commune. Donc, en fait, ce sera plutôt ce côté léger, digeste, très clair, facile à consommer, surtout en tant qu'apéritif. Ce sera également des créments qu'on pourra passer à table. Oui, pas seulement, ça peut être des créments de gastronomes. Voilà, c'est ça, oui. Et en fait, on peut se faire tout un parcours durant un repas, de l'apéritif quasiment au dessert avec ces créments-là. Oui, parce qu'on oublie de dire, la bulle peut accompagner effectivement tout un repas complet. Exactement. Nous, ça ne sera pas un repas, ça sera un pique-nique. D'accord. Je vous propose de faire, Franck, comme à notre habitude. Vous nous réservez une surprise. Allez. On y va. Avant le pique-nique, la surprise, c'est un dégorgement à la volée. Donc je vous laisse nous expliquer avec justement l'outil et la bouteille. En fait, j'ai ramené un crémant millésime 2016, un crémant rosé, avec ma clé de dégorgement. Donc la bouteille a été élevée pendant une trentaine de mois sur latte. Elle a été remuée la semaine dernière et puis maintenant on va tout simplement retirer le petit dépôt en inclinant la bouteille. Bon, on laisse place à l'espère. Bon, maintenant, Franck, que ce crémant est fraîchement dégorgé, on va quand même le déguster et j'ai hâte. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nez déjà? On va plutôt avoir des notes de petits fruits rouges acidulés. Un petit nez de groseille, effectivement. Un petit nez de groseille aussi, oui. Ça reste quand même relativement délicat. On n'est pas sur une exubérance. De la fleur blanche, un peu de chèvrefeuille que je retrouve. Très joli nez, déjà qui a une très belle fraîcheur. Bon, je vous propose de le passer en bouche. À votre santé, Franck. Santé, Valérie. Extrêmement agréable en bouche. La mousse est très crémeuse. Je dirais que le vin était déjà agréable à boire avant d'être mis en bouteille. Exactement. Et peut se boire limite sans bulle. Mais on reste sur un crémant. Et il y a quand même ce toucher de bouche, cette bulle crémeuse, perlante, qui va juste un petit peu agrémenter. Un peu saline d'ailleurs. Saline aussi, ouais, ça va faire la jonction entre l'effervescence, l'acidité du vin et puis ses sels minéraux. Et il peut s'accorder sur de nombreux plats. Vous avez un petit coup de cœur? Éventuellement avec un tartare de rouget. Ou... ça peut être sympathique ça, effectivement. Voilà, bon, j'ai pas le tartare de rouget aujourd'hui, mais je peux vous proposer un petit toast de tapenade noire. Alors un peu atypique parce que c'est de la noire, c'est pas de la verte, mais je pense que ça s'accordera très bien. Et vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain. Et place à présent à votre rendez-vous du logement et de l'habitat. Cette émission, sachez qu'elle est rediffusée toutes les heures, en replay à partir de demain sur le site alsace20.tv. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut! Bonsoir à tous et bienvenue sur Alsace 20 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, nous étions aux Olympiades des bailleurs sociaux au stade de la Rotonde. Les employés de la CIBAR ont dû faire un maximum de tours pour collecter une somme qui va être aujourd'hui remise à l'association Semeurs d'étoiles. Alors combien ont-ils réussi à collecter? Tout de suite, réponse.
Je suis maintenant avec Nabil Benasser de la CIBAR et également Joseph Spittler, président des Semeurs d'étoiles. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors tout à l'heure, un chèque vous a été remis enfin par les mains de la CIBAR et d'Opus. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce chèque? C'est une somme importante parce que nous, c'est des sommes qui nous permettent actuellement de financer par exemple le robot en question dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est ces robots qui sont utilisés maintenant dans les services de pédiatrie à l'hôpital d'Haute-Pierre et nous en avons un besoin maintenant dans d'autres hôpitaux, donc ils vont être diffusés à la fois à Haguenau, Colmar, Saverne et puis dans d'autres hôpitaux. Parce que Semeurs d'étoiles, c'est une association qui a quels enjeux? C'est quoi les objectifs? Nous, au niveau des Semeurs d'étoiles, nous nous occupons essentiellement des enfants qui sont hospitalisés à Haute-Pierre. Nous existons depuis plus de 25 ans et nous sommes actuellement plus de 400 membres. Notre base est à l'hôpital de Haute-Pierre, mais nous essayons maintenant de diffuser nos dons et puis nos interventions, nos actions dans d'autres hôpitaux. Alors il y a quelques jours, quelques semaines, on vous a vu tous les deux marcher tout autour du stade de la Rotonde. Vous avez mis en place donc ces Olympiades des bailleurs sociaux. En quoi c'était important pour vous justement de participer et de soutenir Semeurs d'étoiles? Pour nous, si vous voulez, c'est la 3e édition aujourd'hui que nous faisons cette année ces Olympiades de la solidarité. Et comme vous le savez, un bailleur social, sa vocation première, c'est d'abord d'accompagner les publics en fragilité à travers la mise à disposition de logements. Et donc tout naturellement, les collaborateurs à la fois de la CIBAR et d'Opus ont souhaité, aider, accompagner une association qui œuvrait dans le domaine de la solidarité. Là, en l'occurrence, ça a été rappelé, une association qui accompagne des enfants. Et effectivement, on a apporté notre aide, modeste, mais en tout cas, on a tenu à être présent encore cette année auprès de cette association notamment. Modeste, mais on arrive quand même à peu près à 7000 avec certains dons privés encore de quelques collaborateurs. Vous vous attendiez à une telle somme quand même à peu près? Écoutez, chaque année ça varie, mais c'est vrai que cette année on a eu une affluence record, près de 100 collaborateurs quand même de la CIBAR et Opus réunis, et c'est vrai qu'ils n'ont pas ménagé leur effort parce que la cause est noble aussi. Lorsqu'on parle des enfants, ça interpelle tout le monde, et c'est vrai que le montant de la dotation aujourd'hui est assez conséquent. On en est content pour les enfants. Pourquoi vous avez décidé de soutenir Semeurs d'étoiles en particulier? Alors c'est vrai que c'est un peu hétérodoxe. On ne voit pas souvent des bailleurs sociaux s'intéresser à ces domaines-là, et pour autant, encore une fois, on partage des valeurs de solidarité, d'humanisme qui nous sont propres, et c'est aussi un petit peu, c'est vrai, un acte militant que l'on fait à travers cet engagement que chacun des collaborateurs souhaite manifester chaque année, et chaque année nous sommes plus nombreux. C'est bien qu'on donne du sens à cette action-là. Grâce à cet argent-là, qu'est-ce que vous allez réaliser? Qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser? Nous aidons souvent des familles en direct qui n'ont pas forcément les moyens de financer par exemple des chambres d'hôtel. À côté de l'hôpital de Pierre, il y a la maison Ronald. Nous finançons entièrement des nuitées entières pour les parents pour qu'ils puissent rester sur place. Donc ça, c'est du direct. Ensuite, nous essayons également d'humaniser un peu les hôpitaux, les couloirs des hôpitaux, surtout en pédiatrie, parce qu'ils sont un peu tristes. Donc nous faisons appel à des artistes qui viennent peindre des figurines sur les murs pour changer un petit peu le quotidien des enfants. Après, comme je disais, nous intervenons actuellement beaucoup au niveau des maternités pour permettre aux mamans de pouvoir rester le plus souvent possible à côté des enfants. Et là, nous avons réalisé l'année dernière, nous avons aménagé ce qu'on appelle la salle des parents dans le service du professeur Beckmer à pédiatrie à Strasbourg pour pouvoir permettre aux parents de passer une journée entière dans un endroit qui est comme chez eux à la maison. Des dons de ce type-là, j'imagine que c'est plus que bienvenu. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des dons de plus de 7000 €? Exactement, c'est pas des dons que nous avons couramment. La plupart de nos donateurs, ce sont des donateurs qui sont parmi nos membres ou des gens qui ont envie de donner, qui font des petits gestes de remerciement parce qu'ils avaient leur enfant qui est à l'hôpital, ils nous ont vus et donc à la sortie ils nous remettent un chèque de 50 ou 100 €, vous voyez. Donc, mais après les petits fleuves font des grands fleuves. Très bien, merci messieurs. Merci beaucoup. À très bientôt. Et quant à nous, on se retrouve à partir de la semaine prochaine, jeudi soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20. À bientôt. Au revoir.